Pictaviens, Pictaviennes, bonjour et bienvenue dans votre émission Poitou Pop, l'émission marxiste qui se tient sur les ondes de Radio Pulsar une semaine sur deux et présentée par votre association préférée Poitou Presse. Alors à l'heure où la jeunesse de gauche est plus que jamais mobilisée pour les questions sociales, écologiques et antifascistes ainsi qu'antivalidistes et pour une société plus égalitaire, nous allons discuter aujourd'hui autour d'un livre qui parle des violences répressives, de la lutte écologique, de la lutte anticapitaliste, des différentes manifestations de Sainte-Soline. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons avec nous autour de la table Étienne Douat, sociologue et participant à la rédaction du livre Avoir 20 ans à Sainte-Soline avec le collectif du Loriot. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons autour de nous pour accompagner la discussion notre fameux chroniqueur Robin, bonjour. Bonjour. Notre fameux chroniqueur Edu Plenaire, bonjour. Bonjour, bonjour. Yurigan aussi, bonjour. Ouais, bonjour, content d'être de retour parmi vous en studio. Et enfin Arthur, qui en fin d'émission nous parlera d'un film. Tu peux nous dire un petit teasing sur ce que tu nous prépareras à la fin ? Oui, bien sûr, on parlera d'un film très connu dans le milieu militant. Je vous en dis pas plus, c'est tout à l'heure. Ah oui, ça reste très, très vague, mais au moins on aura des frissons à la fin de l'heure. Alors durant l'heure qui se dessine devant nous, nous allons d'abord discuter de l'apport scientifique de cette recherche sur la jeunesse mobilisée à Sainte-Soline. Puis en seconde partie d'émission, nous aborderons les raisons de ce débordement de violence et de répression. Le tout entrecoupé d'une interlude musicale afin de laisser le temps à votre cerveau de digérer les différentes informations. Enfin, nous conclurons avec une recommandation cinéma, comme je viens de vous le dire, en rapport avec la répression policière. Mais pour commencer, et afin que nous partions à égalité sur les notions de base de la manifestation et des manifestations de Sainte-Soline, nous allons voir avec Robin les différentes raisons de ce déferlement de violence, de médiatisation et de déni politique. Alors le 25 mars 2023, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient mobilisées pour dénoncer la privatisation de l'eau par l'État au profit de quelques agriculteurs de la FNSEA défendant l'agro-industrie. Cette journée marqua une sorte de tournant dans les méthodes de lutte et dans la gestion du maintien de l'ordre. Mais alors Robin, qu'est-ce que c'est une méga-bassine ? Alors, on va faire un petit jeu chacun chez nous. Pour vous, une méga-bassine, déjà, quelle est la capacité de mètres cubes d'eau autour de la table ? Quelqu'un a des idées ? Beaucoup. On se dit parfois 50 000, 100 000, 400 000. Eh bien, perdu, la capacité de la méga-bassine de Sainte-Soline, pour exemple, est de plus de 620 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond, pour vous faire une idée, à environ 250 piscines olympiques. Et rien qu'en Vienne, 30 méga-bassines sont encore en projet de construction. À noter qu'au départ, l'État voulait en construire 40. Au total, en Poitou-Charentes, le projet compte plus de 90 méga-bassines, en sachant que plusieurs d'entre elles sont encore en procédure judiciaire pour savoir si leur construction est légale ou non. Alors à t'entendre, on comprend assez rapidement qu'il s'agit là d'un débat écologique et anticapitaliste, d'autant si des tribunaux ont interdit certaines méga-bassines. Mais du coup, pourquoi est-ce que la FNSEA et le gouvernement s'obstiennent à les maintenir ? Et bien la réponse, comme souvent, c'est l'argent. Ces méga-bassines, financées à 70% par l'argent public, pour un coût total de plusieurs dizaines de millions d'euros, vont servir à moins de 10% des agriculteurs du Poitou-Charentes. Les méga-bassines vont servir à faire pousser du colza ou du maïs dans des exploitations des plus gros agriculteurs, qui vont ensuite exporter la plupart de leurs récoltes. Tout cela peut paraître assez loin pour nous, si nous ne sommes pas familiers à ces questions d'écologie et d'agro-industrie, mais nous allons vite en voir les conséquences. Ces milliers de piscines olympiques, littéralement des milliers, malgré les mensonges de la FNSEA, ne se rempliront pas par la pluie. Cela a été reconnu plusieurs fois, notamment dans des tribunaux qui ont interdit la construction de méga-bassines. Et là, vous vous dites, mais si c'est pas rempli avec la pluie, avec quoi on va les remplir ? Eh bien, avec les nappes phréatiques, évidemment. Vous savez, ces espèces de grandes réserves d'eau naturelle qui, une fois à sec, ne se remplissent plus. Et c'est ça le projet, pomper dans l'eau des réserves naturelles fossiles, car il y aurait des surplus. Ils ont vraiment pensé à tout. Mais d'après la communication de la FNSEA et de l'État, le pompage ne s'effectuera qu'en hiver. Alors oui, mais non. Plusieurs bassines, ces derniers étés, se sont remplies durant des périodes de grande sécheresse. Et voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est le projet des méga-bassines, une dépense d'argent public qui finance l'agro-industrie et qui cause des catastrophes écologiques. Je n'ai pas le temps de tout développer sur le sujet, notamment à propos des enjeux de pollution des sols, avec l'utilisation de nitrates ou de phosphore. Donc je vous renvoie au site de Bassines Non Merci, des Soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne, ou encore aux organisations plus locales comme Vienne Nature. Mais alors, comment Sainte-Soline, finalement, est devenue la figure de la lutte écologique et de la répression sur des manifestants ? Alors, pour expliquer ça, il faut revenir un peu dans le contexte. Après une longue marche de plusieurs heures, 3 cortèges se retrouvent sur le lieu de la méga-bassine. Là, il faut vous imaginer dans un champ. Derrière vous, plus de 40 000 personnes. Et devant vous, 3200 gendarmes et policiers, principalement des escadrons de gendarmerie mobile, les espèces de CRS de la gendarmerie, mais aussi des membres de la Bravem, montés sur des quads avec des LBD. Le tout face à une méga-bassine encore vide, sans engin de chantier et sans tuyauterie. Pour vous faire visualiser une méga-bassine, imaginez une façade de plusieurs dizaines de mètres de haut sur une centaine de large.
Et là, pour nous, l'enfer a commencé. À peine arrivé, la gendarmerie gaze le mauvais cortège, comme elle le dit à la caméra de France 2 présente ce jour-là, et sature de lacrymogènes et de grenades désencerclantes le cortège familial, où se trouvent des hommes, des femmes, des enfants et des vieux venus pacifiquement. Alors, afin de bien vous faire comprendre l'environnement sonore dans lequel nous étions, je vais vous faire écouter un enregistrement sonore non truqué, je le précise, pris ce jour-là dans le cortège familial. La violence de l'audio m'oblige à vous avertir que si vous avez encore des traumatismes liés à des explosions ou à des appels de médics, vous devriez baisser le son pendant les prochaines 30 secondes. Alors voilà, ainsi Sainte-Soline, pour certains, c'est une violence des manifestants avec 2 voitures de gendarmerie brûlées. Pour nous, Sainte-Soline, c'est surtout plus de 5000 grenades tirées en 2 heures, soit à 80 grenades par minute, c'est-à-dire plus d'1 grenade par seconde sans interruption. Ce dispositif de maintien de l'ordre a entraîné plus de 200 blessés chez les manifestants, dont 40 avec des plaies profondes liées aux explosions des grenades, mais aussi une dizaine d'hospitalisations, dont 4 urgences relatives et 3 urgences absolues. On se souvient tous ici du cas de Serge, atteint en pleine tête par une grenade qui le blesse très gravement et qui mettra plus d'1 heure à se faire évacuer en raison du refus de la préfecture des Deux-Sèvres d'autoriser l'intervention des secours malgré son état d'urgence absolu. On compte aussi des blessés chez les journalistes présents et chez les gendarmes. Et les violences n'ont pas dû apparaître comme ça, il apparaît qu'il y a eu des évolutions finalement dans les méthodes de lutte. Oui, alors les violences en manifestation sont dues aux forces de l'ordre, c'est toujours l'État qui fixe le niveau de violence d'une manifestation du fait de son dispositif déployé à l'instant T ou par ses actions sur les manifestations précédentes. Mais par contre, pour la droite, les violences en manifestation sont dues aux manifestants, notamment au Black Bloc, une méthode de manifestation apparue en Allemagne dans les années 80 et qui est utilisée en France la première fois en 2009, au moment d'un sommet de l'OTAN à Strasbourg. Le but de cette méthode est la protection mutuelle, physique et visuelle des manifestants face aux forces de l'ordre, qui déjà à l'époque des voltigeurs se souciaient moins de l'intégrité physique des opposants politiques que de la volonté de l'État de faire peur, de traumatiser et parfois de tuer les manifestants comme Rémi Fraisse. On n'a ni oublié ni pardonné. Et donc c'est quoi finalement la symbolique de Sainte-Soline ? Alors si Sainte-Soline était une bataille symbolique, elle symbolisait l'opposition entre les défenseurs de l'agro-industrie, prêts à mettre en danger la vie d'hommes, de femmes et d'enfants pour défendre le capitalisme, et les défenseurs d'une société plus juste, protégeant l'eau comme un bien commun et refusant la surexploitation des terres et leur pollution à des fins de profit. Car bien qu'on nous ait traités de terroristes ou de violents, Sainte-Soline a aussi été, au moment de son campement de fortune, un rassemblement populaire qui se voulait festif et un lieu de formation aux questions écologiques. Alors Sainte-Soline, symbole de lutte écologique, erreur stratégique de méthode de manifestation ou symbole de l'opposition entre la science et la doctrine capitaliste, une chose est sûre, Sainte-Soline restera dans les esprits de ses participants, et influencera les prochaines mobilisations écologiques, sociales à venir. Merci Robin, au moins maintenant nous sommes tous à jour sur la problématique qu'a soulevée la manifestation de Sainte-Soline et donc aujourd'hui nous avons en invité l'un des chercheurs du collectif du Loriot, Étienne Douat, sociologue, spécialiste des questions de socialisation et de la scolarisation mais aussi de la sociologie de la déviance, membre du laboratoire de recherche de l'université de Poitiers, le GRESCO, et qui participa au financement du livre paru sous les éditions de La Dispute. Donc merci d'être avec nous ce soir. Alors première question déjà, comment est venue l'idée de faire une étude sociologique sur la manifestation de Sainte-Soline? Je dirais que d'abord, merci beaucoup de nous donner encore la possibilité au cœur de la fac de pouvoir venir présenter ce travail un peu particulier qui est au carrefour de ce qu'on peut faire habituellement en sociologie, le travail d'entretien, le travail d'enquête, qu'on a l'habitude de faire plutôt au long cours, et puis une participation au mouvement social depuis plusieurs années. Le collectif du Loriot en est. On essaie d'être avec celles et ceux qui portent le mouvement social ces dernières années. Et merci de nous donner la possibilité d'expliquer, parce que la démarche ne va pas de soi, ce qu'on a essayé de faire. Comment c'est venu? Déjà par la participation, tout a été dit, l'essentiel a été dit dans l'introduction, dans ton excellente chronique. Donc on s'est retrouvés nous aussi au cœur, et on en a entendu des extraits sonores au cœur de cette journée de mars 2023, avec une émotion, une colère, toute une gamme de sentiments qui sont qu'on a pu connaître et que vous connaissez. On est rentré et assez vite on a échangé
autour notamment de la manière dont les grands médias s'étaient emparés de la présentation de cette journée historique du 25 mars. Donc une colère qui est vite montée, qui s'est imposée chez nous, et on en a parlé entre nous par téléphone sur tout ce qui avait été oublié, tout ce qui était honteusement oublié, éludé dans cette présentation médiatique, notamment l'hétérogénéité du mouvement, ces moments en dehors des 2 heures de grande violence, de violence policière d'abord, évidemment, il faut le rappeler, de violence militaire. En dehors de ces 2 heures, il y a eu un avant, un après, des choses qui sont extrêmement intéressantes et dont on va reparler parce qu'elles racontent ce qu'on est en train de construire et de redéfinir en matière de lutte et d'envisager les mobilisations. Donc c'est ça qu'on s'est dit rapidement, qu'on voulait raconter. Ce qui s'est fait plus largement en dehors de ces 2 heures, la composition sociale extraordinairement riche, la composition en termes d'âge, la diversité en termes d'origine qu'on a pu saisir en participant à cette manifestation. Ça aussi, on voulait en être le témoin. Et puis aussi, évidemment, les enjeux, mais tu les as rappelés, les enjeux de fond qui ont été occultés dans le traitement médiatique d'une station comme BFM et bien d'autres, les enjeux de fond, c'est-à-dire la question de l'accaparement de l'eau, la question du modèle agricole, l'agro-business et la critique qu'on doit lui infliger aujourd'hui. Et puis la question de la démocratie, tu l'as peut-être un peu moins dit, mais je pense qu'elle est aussi au cœur de l'ouvrage, c'est comment les citoyens, les citoyennes ont le droit, les paysans, les paysannes ont le droit aussi de se prononcer sur le type de production agricole, sur le mode de partage de cette ressource rare qu'est l'eau, etc., etc. Et donc c'est aussi ça qu'on raconte et qu'on a voulu raconter dans l'ouvrage. Oui, du coup, le livre s'introduit avec plusieurs chapitres, notamment un qui va parler de la désinformation continue qui a suivi la manif de Sainte-Soline. Comment vous, au sein du collectif et avec les personnes qui ont été enquêtées, vous avez vécu la campagne de désinformation qui a été un espèce de deuxième traumatisme pour tous ceux qui ont déjà vécu Sainte-Soline et qui après se sont mangés la violence médiatique? Exactement. Comment dirais-je, tu me permets de continuer la présentation de notre projet, de notre énergie. C'est effectivement contribuer à sortir de ce deuxième piège, parce qu'il y a eu le premier piège qui est lié au dispositif militaire extraordinaire et scandaleux auquel on a fait face et qui a fait des victimes que tu as rappelées. Et le deuxième piège, c'est le traitement médiatique pour 80 ou 90% des médias. On a nos médias amis, on a des médias alternatifs qui font du bon boulot. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très dominés par rapport aux médias dominants. Et donc, c'est ce piège, effectivement, que nous, on a très mal vécu et qu'on a voulu contribuer avec la complicité d'un éditeur, bientôt, qui nous a rejoint dans ce projet, différents collègues ou camarades chercheurs, cette conjugaison des énergies et des spécialités qu'on a voulu mettre au service de ce deuxième désarmement. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, on est beaucoup, mais désarmer ce récit qui s'est imposé comme hégémonique, en tout cas dans un premier temps, dans les premiers jours qui ont suivi Sainte-Soline, où on a eu des figures caricaturales, soit des manifestants qui étaient présentés comme utopistes, naïfs ou radicalisés, mais des formes d'archétypes et de stéréotypes surtout qu'il fallait absolument interroger et revisiter. Donc c'était ça aussi notre ambition. Oui, merci. Et du coup, vous, le collectif, vous étiez sur place ce jour-là, mais oui. Vous y étiez en tant que sociologue, en tant que militant, les deux à la fois, parce que quand on est chercheur, on travaille tout le temps, entre guillemets, c'est quelque chose qui nous quitte jamais. Donc, vous y étiez pourquoi ? On y était dans la continuité du mouvement social où on avait enchaîné ensemble, souvent les collectifs du Loriot et bien d'autres camarades, les manifestations ces dernières années en réalité, mais les toutes récentes sur la réforme des retraites ou la contre-réforme des retraites. On n'avait aucune ambition sur place de faire des entretiens ou d'affûter particulièrement notre observation. Elle s'est vraiment imposée presque sur le trajet du retour, en revanche, où là on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à la fac faire nos cours, produire nos articles académiques qui seront lus par 30 personnes, je le dénigre pas, mais c'est une réalité. Ou est-ce qu'on continue un peu ? Alors ça s'est imposé, peut-être pas en quelques heures, mais en quelques jours. Fin mars, déjà, nous étions avec Hélène autour de la question de comment commencer des entretiens,
comment faire pour que finalement on n'oublie pas et que localement au moins, avec nos ressources, sociologues et puis d'autres militants et amis artistes documentaristes, comment on pouvait établir des faits, contribuer à rétablir des faits quand il nous apparaissait médiatiquement qu'ils étaient pour une part éludés ou transformés, etc. Et puis comment contribuer à une mémoire collective en fait dans toutes ses nuances et sa complexité de cet épisode qui nous a semblé décisif. Corinne Morel-Darleux dans le bouquin qui a gentiment accepté de faire le chapitre de fermeture de l'ouvrage, Corinne Morel-Darleux dit cette intuition qui nous a envahi assez vite, il y a un avant et un après Sainte-Soline, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qui s'est confirmée et on l'a eu effectivement assez vite aussi, qu'il s'est passé quelque chose, c'est un épisode bien sûr parmi d'autres, il ne s'agit pas d'oublier tout ce qui s'est fait avant, les luttes, on en reparlera peut-être, Notre-Dame-des-Landes et bien d'autres, mais c'est vrai que Sainte-Soline a fonctionné comme un accélérateur, un révélateur, un moment un peu de transition et de bifurcation dans pas mal de trajectoires, mais on en reparlera. Oui, vu qu'au vu des différents entretiens, vous retranscrivez dans le livre, il y a l'idée donc que la lutte se modifie. Donc il y a même quelqu'un qui dit que de base, il a une culture plutôt chrétienne, social-démocrate. Il y en a même plusieurs qui disent qu'ils ont une culture social-démocrate. Et ils disent, moi, je suis passé vers une lutte radicale. Et comment est-ce que finalement, ça se retranscrit, cette évolution de la lutte ? Alors, il y a différentes dimensions, effectivement, qui signalent ce que tu évoques, là, des transformations dans la manière d'envisager les luttes, de se radicaliser ou en tout cas de transformer la manière dont on raconte et dont on se figure ses engagements. Tu as évoqué, alors politiquement, des déplacements sur l'échiquier, ça revient dans plusieurs témoignages. Donc le bouquin, il est ponctué par 9 portraits en fait, de militants qui ont entre 17 et 29 ans. Dans ces différents portraits, et puis toute une autre galerie de textes, on y reviendra peut-être. Mais dans ces portraits, effectivement, on découvre que certains étaient plutôt familialement, traditionnellement, au centre ou au centre-gauche de l'échiquier politique, pour parler comme ça prudemment, et se sont déplacés, alors parfois un peu radicalisés, pourrait-on dire, ou en tout cas sont devenus vraiment dans une gauche de gauche, ou d'autres aussi signalent le fait qu'ils ont ancré différemment leur lutte. C'est-à-dire, il y a un des jeunes qui dit très bien qu'il est passé d'une façon d'envisager les luttes de manière un peu abstraite, internationale, à une façon plus ancré localement, ce qui n'empêche pas un dialogue avec des questions transversales et internationales. On a parlé de l'export du blé par La Rochelle, et il s'agit bien, quand on parle des Deux-Sèvres aussi, de parler d'échanges internationaux et de commerce. Mais c'est vrai il nous confie effectivement regarder maintenant la suite pour lui dans ses mobilisations, avec un œil plus articulé aux questions et aux enjeux locaux, à la question du vivant, de l'écosystème dans lequel il est et qu'il a sous les yeux, l'évolution du cours du Clin, de la rivière locale, de la biodiversité dans le Marais Poitevin, etc. Oui, et tout à l'heure, on parlait de l'aspect scientifique du livre. Comment la science, aujourd'hui, peut participer aux mobilisations sociales, aux luttes écologiques ? Et est-ce que ça peut avoir un impact si des personnes reconnues académiquement prennent position, ou est-ce que c'est un peu vain de faire ça ? Alors nous, on y croit un peu. On y croit au point de revisiter un peu nos parcours professionnels à l'aune de ce qu'on a tenté de contribuer à faire avec Sainte-Soline l'année dernière. On met un peu de côté, pas complètement, parce qu'il y a un goût aussi qu'on a contracté pour la recherche académique. On est engagé dans des projets, mais c'est vrai que pour ma part, je ne vais pas parler au nom de tous les camarades du collectif, qui ont des âges et des situations différentes. Pour ma part, à 50 ans, maître de conf en sociologie, je fais le choix de faire monter, enfin de donner une place plus importante, peut-être que je ne l'aurais imaginé il y a quelques années, à ce type de travaux qui sont des travaux impliqués, qui sont avec des temporalités différentes, effectivement. Et ça, je pense que c'est une première réponse à ta question, c'est effectivement d'accepter de sortir du temps très long de la recherche. Encore une fois, qu'il y a beaucoup de vertus et qu'il ne faudrait pas sacrifier par rapport à une forme d'urgence. Mais là, on a voulu typiquement être aussi avec celles et ceux qui ont vécu Sainte-Soline, Alix et plein d'autres, Marcel, qui écrivent dans le bouquin. On a voulu aussi être dans leur temporalité,
l'après Sainte-Soline et accompagner ces mois qui ont suivi Sainte-Soline et donc accélérer un peu notre façon de travailler avec quand même, tu parlais de science ou de critères de scientificité, des exigences qu'on essaie de maintenir. Par exemple, le goût du recoupement, ne pas trop sacrifier avec un portrait un peu caricatural ou suggestif ou très parlant, ne pas trop sacrifier au commerce des images ou à l'idée de un peu sensationnaliste qui peut être tentante dans un livre ou dans un article, et de croiser les indices, de traquer la contradiction, les petites différences qui font que il y a de l'hétérogénéité. Et notre conviction, c'est que cette façon sociologique de faire les choses est aussi utile pour les militants parce qu'on se rapproche aussi des aspérités de choses, des contradictions et de tensions qui, prises en compte, peuvent être intéressantes pour améliorer nos combats et nos luttes. Et même d'un point de vue scientifique, j'imagine que ce travail-là, où vous vous astreignez en tant que scientifique à une temporalité différente, comme tu l'as dit, en fait, ça doit pouvoir avoir aussi un intérêt, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura des collègues en sociologie qui vont se pencher sur cet ouvrage-là, qui, si vous n'avez pas pris le temps de le faire, avec la rigueur avec laquelle vous avez essayé de le faire, c'est un matériel qui aurait pu ne pas exister et qui, à l'avenir, va peut-être pouvoir nourrir de la recherche plus académique, plus profonde, avec des gens qui, dans 10 ans, auront toutes les datas pour pouvoir vraiment analyser profondément l'événement aussi, quoi. Merci pour cette question, remarque, parce que oui, on y croit un peu à cette formule et à cette combinaison. Un peu comme les gens qui sont au front, qui sont en première ligne, et les gens qui sont dans les bases arrières, dans les mobilisations, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a aussi une division du travail. Peut-être, nous, on a assumé, quitte à peut-être être un peu moins bien vu par les instances qui évaluent nos productions écrites, nos articles, on a accepté de faire un document hybride pour la mémoire, pour la trace, avec quand même les armes de la sociologie et une certaine rigueur, mais une temporalité plus courte que prévu, en espérant effectivement qu'il constituera, parmi d'autres, mais un document qui pourra être repris par d'autres chercheurs, y compris dans des cadres de thèse plus académiques, mais il y aura de la trace, il y aura du matériau empirique qui est quand même contrôlé, disons, par quelques habitudes sociologiques. Et donc, avant de faire l'interlude musical, on parlait tout à l'heure de la presse, justement, avec toutes les formes qu'il y a eu. On se rappelle de l'expression de Darmanin d'appeler les militants des éco-terroristes. On parlait aussi de Notre-Dame-des-Landes. Alors moi, de Notre-Dame-des-Landes, c'était il y a longtemps, ça a commencé en 2012, même un peu avant, je crois. Moi, j'étais vraiment... J'avais 8 ans. Ouais, voilà, donc vraiment, je ne me rappelle pas vraiment du langage politique qui était employé. Mais est-ce qu'il y a vraiment un langage ultra-violent qui a été mis à Sainte-Soline, ou est-ce que c'est finalement un langage assez banalisé dans les luttes écologiques au travers des différentes décennies qu'on a depuis finalement les luttes radicales pour l'écologie, quoi? Alors, on peut parler de brutalisation et de durcissement à la fois dans les manières très concrètes, dans l'organisation matérielle de la répression, et dans le langage et dans les catégories. Cette histoire d'éco-terroristes, plus largement, moi je pense qu'on peut la relier un peu à un contexte qui n'est pas si ancien, mais qui est plus ancien que Sainte-Soline. C'est l'état d'urgence, c'est l'après-attentat, c'est le mi-temps des années 2010, où on a commencé à transformer, à convoquer cette catégorie de terrorisme pour toute une série de désigner toute une série de situations réelles ou fantasmées, et si bien qu'on en arrive aujourd'hui à qualifier des manifestantes, des manifestants de terroristes quand il y a 10 ou 15 ans, ils pouvaient être considérés sous un angle qui n'était pas forcément favorable, mais qui n'appartenait pas à ce répertoire quand même, qui en principe est réservé au pire, les attentats qu'on a pu connaître il y a 10 ans, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'inflation dans les catégories, dans l'usage de ces catégories, une banalisation. Je pense que l'ère Sarkozy a planté le décor, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire récente des années 2000. On n'a pas attendu Darmanin, on a eu déjà des situations extrêmement violentes. Quand j'étais jeune, c'était l'époque du Karcher de Sarkozy. L'ILBD, c'est Sarkozy aussi. Bien sûr. De toute façon, Darmanin se revendique descendant de Sarkozy. Absolument. Donc c'est dans sa logique pure et dure. Il faut vraiment se resituer. Moi, j'irais même, pour taquiner un peu les camarades socialistes, Chevènement aussi a donné, à la fin des années 90, quand il a parlé de sauvageons
pour parler des enfants prédélinquants. Hein, c'était le début de ma thèse, je m'en souviens très bien. Tout ça, ça a ambiancé un peu les médias et l'opinion publique, entre guillemets, si tant est qu'elle existe, pour effectivement qu'on banalise au quotidien le recours à des catégories comme ça, soit sauvageons, alors donc pas encore civilisés, hein, civilisés, avec tout ce que ça suggère en termes de relents néocoloniaux, et puis terroristes. Alors là, c'est carrément quelqu'un à Sainte-Soline est associé, ou en tout cas est subsumé sous la même catégorie que quelqu'un qui pose une bombe dans un train. Donc c'est... Oui, tout à fait, surtout dans les contextes d'après Charlie, etc., ou du Bataclan, comme tu viens de le dire. On va faire une petite pause musicale, histoire de digérer les différentes informations qu'on a eues. On va retrouver, qui de mieux que Rodriguez, tout simplement, avec sa magnifique chanson Rich Folks Hawks, qui peut être traduit littéralement par la mascarade des riches, où il dit, avant de vous mettre la chanson, le soleil brille, comme il l'a toujours fait, les poussières de cercueil et le destin de tout le monde. Parlant des gens riches, les pauvres créent la mascarade des riches, et seulement les idiots y croient. Et c'est tout de suite sur Radio Pulsar, dans votre émission Poitou Pop. Il est 19h25, à tout de suite. The moon is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks. Young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a face of everyone. Talking about the rich folks. The poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Debout les damnés de la Terre, vous êtes toujours dans votre émission Poitou Pop, et on continue donc sur Radio Pulsar 95.9, il est 19h28. Nous sommes toujours avec Étienne Douat pour nous parler de Avoir 20 ans à Sainte-Soline, un livre sorti par le collectif du Loriot. Robin, tu voulais revenir toi sur les questions de violence et de répression. Oui, parce qu'on a abordé déjà pas mal de notions, mais il y a une notion aussi assez importante qui vient dans le livre, dans l'entretien mené par Joanne Lebar et Benoît Leroux,
c'est la question de la légitimité de se dire témoin de Sainte-Soline chez les personnes n'ayant pas été blessées ou n'ayant pas participé au Black Bloc, par exemple. Le témoin en question parle d'un sentiment de manque de courage. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise ces sentiments de distinction entre les vrais manifestants et les faux manifestants ? Alors, il y a plusieurs choses qui se sont invitées là dans la discussion qu'on a eue dans la réalisation de ce témoignage, de cet entretien. Notamment, je vais le prendre d'abord comme ça, la question un peu du virilisme ou des traces d'une forme de virilisme qu'on ne s'attendait pas forcément à retrouver chez des jeunes de moins de 30 ans ou même de moins de 25 ans, où on s'aperçoit effectivement, en restituant, en tendant le micro et en faisant raconter un peu des séquences, notamment là c'est le retour de Sainte-Soline, et effectivement c'est Louise qui évoque ces remarques qu'elle a entendues, qu'elle a même subies de la part de son binôme, de ses proches, sur le fait qu'effectivement, elle a pu faire partie de celles ou de ceux qui ont freiné un peu un mouvement qui devait peut-être se durcir, aller davantage au front, bref, exprimer des formes de virilité ou de disposition agonistique, comme on dit. Donc, et effectivement, elle est assez sobre dans ce récit-là, mais en même temps, voilà, elle dit que, alors que la question du genre, la question féministe est très présente dans les discussions en amont, en aval, dans des situations comme ça, d'urgence, en rapport avec les flics et la répression, s'invitent comme ça des formes de disqualification, de mise en doute du courage, de la force, de la volonté d'aller un peu plus loin, d'en découdre, etc. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des témoignages qu'on n'avait pas envie de couper ou d'éluder, parce que pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait aussi partie des tensions et des contradictions qui nous semblent utiles de documenter. Et d'ailleurs, on l'a fait avec l'accord des gens qui se sont reconnus, qui ont témoigné et qui sont d'accord aussi pour dire, oui, là, il y a des formes d'attitudes qui ne sont pas forcément celles qu'on défend habituellement sur le papier ou dans nos réunions, et puis qu'on a mises en œuvre dans ce contexte un peu d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté société du spectacle dans les gens justement n'étaient pas prêts à cette violence, c'est-à-dire que la première manifestation de Sainte-Soline qui avait eu en octobre, elle avait eu déjà des énormes répercussions médiatiques, et il y a toujours ce côté de j'aimerais bien moi aussi y être, voir ce que ça fait, le côté adrénaline, etc. Est-ce qu'il y a des gens justement qui y sont allés et justement en fait ils se sont pris un grand retour de karma, ils n'étaient pas prêts face à cette violence. Et même je me rappelle dans les manifestations qu'il y avait justement sur la contre-réforme des retraites avant Sainte-Soline, il y avait beaucoup de mineurs qui disaient je vais aller à Sainte-Soline, ça va être trop drôle, etc. Et on leur disait mais non les gars, Sainte-Soline c'est pas du tout drôle. Déjà en y allant on s'était dit que ça serait assez violent. Sur le trajet entre le camp et la bassine, il y a eu aucun policier pour le cortège où on était, et justement il y avait des gens qui étaient là optimistes en mode trop bien, les policiers sont enfin gentils, et en fait on s'est littéralement fait déglinguer à l'arrivée, quoi. Donc il y a aussi ce côté là de l'image de la manifestation, et après les gens justement sont pas prêts à ça. Ce qu'on a quand même saisi le plus, et ce qui nous a parfois saisi nous-mêmes et abattu, c'est la sidération qu'elles ont racontée après la manif, la sidération de la violence. Donc il y a quelque chose, je pense, que les gens n'ont pas vu venir, que les jeunes n'ont pas vu venir, qu'ils avaient peut-être minoré ou pas suffisamment anticipé. Moi le premier, moi qui suis moins jeune, mais on n'avait pas l'expérience ni le répertoire adéquat pour envisager le genre complètement inédit, très partiel, en tout cas très, très globalement inédit, de traquenard dans lequel on allait tomber. Pour ceux en tout cas qui n'avaient pas connu Notre-Dame-des-Landes, pour celles et ceux qui n'ont pas du tout connu l'élu des années 70 dans le Larzac et ailleurs, ou Sivins plus récemment, c'était vraiment totalement inédit, et ça avait été totalement sous-estimé. Ce qu'on a capté, et ce qui nous a, à vrai dire, beaucoup ému, c'est de voir évidemment ce récit juste après Sainte-Soline, avec cette sidération autour de la violence, ces pleurs, cette émotion très très forte qui a été plutôt, c'est ce qu'il a emporté dans les récits, parce que là on a parlé un peu des traces de virilisme, etc. Mais il faudrait aussi rappeler que dans les réunions qu'on a faites après, les premiers entretiens qu'on a conduits au mois d'avril 2023, on a eu beaucoup d'émotions qui étaient très très corrélées à cette expérience complètement inédite de la violence policière, de la répression d'État très organisée à ce niveau-là. Vas-y, je te laisse. Ouais, donc, je parle trop. Justement, par rapport à cette violence d'État, cette violence policière à l'encontre des manifestants, des manifestantes,
Donc le niveau, comme tu dis, atteint, il a été assez inédit. C'est un niveau de violence qui étonne ou qui a pu étonner en tout cas. Mais est-ce que justement, c'est si étonnant que ça quand on voit le traitement des gilets jaunes, mais est-ce que sociologiquement, les gilets jaunes, c'est aussi notre population que les manifestants et manifestantes des mouvements écologistes, et donc d'où l'étonnement, en fait, comme les gilets jaunes ont été étonnés des niveaux de violence, mais moi je me rappelle qu'à l'époque des gilets jaunes, les gens dans les cités populaires disaient mais les violences auxquelles vous faites face n'ont rien de surprenante, nous on en fait l'expérience depuis déjà 20-30 ans. Et donc finalement, mais encore une fois, les gilets jaunes, sociologiquement, c'est pas les gens des cités. Et donc, est-ce que là je suis sur la bonne piste, ou est-ce que voilà, et après comment ça se fait que on arrive toujours comme ça à être encore étonné de la violence de la répression de l'État, quoi? Alors, moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, et c'est merci de l'avoir dit, et tu as bien raison. Ça affleure un peu dans les portraits, parce qu'on a aussi des anciens gilets jaunes dans les portraits. Moi-même, j'ai été très impliqué dans les gilets jaunes, et j'ai vécu la violence, mais j'ai peut-être pas encore fait le point sur tout le dialogue qu'il faudrait faire entre les deux grands épisodes, celui des gilets jaunes, et puis Sainte-Soline, et puis ce qui entoure Sainte-Soline. Tu m'aides à le faire. Oui, tu as raison, je pense, sur cette intuition et une hypothèse qu'il faudrait travailler de près, mais je pense qu'elle est juste, c'est que ce n'est pas du tout la même population. Que nous, les petits bourgeois de centre-ville, intello ou autres, on n'a pas vécu en 2018-19 les mêmes violences policières que certains, en milieu populaire, certaines les ont bien vécues. Ont payé très cher et ont été mutilés comme à Sainte-Soline, mais en plus grand nombre encore pendant les Gilets jaunes. Donc tu as bien raison de rappeler ça. Et oui, dans nos milieux peut-être plus écolos, ou en tout cas qui articulent ces questions d'écologie, ces questions sociales, qui se sont retrouvés massivement à Sainte-Soline. Je pense qu'il y avait aussi des paysans, des classes populaires, mais c'est vrai que je pense que ce milieu-là était très représenté. Ça a été une sidération parce que c'était quasiment inédit comme expérience. Donc oui, c'est très important. Là, je rebondis du coup là-dessus. C'est justement le livre, il s'appelle Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Donc, a priori, dedans, vous y faites surtout des portraits de jeunes. C'est parce que c'était surtout des jeunes. Justement, quelle était la sociologie au final des gens qui ont manifesté ce jour-là? Alors, on est plusieurs à avoir tenté, non pas d'objectiver, parce qu'on ne l'a pas fait quantitativement, donc c'est trop tard et c'est impossible. En revanche, c'est toujours cette méthode de recouper des indices, d'essayer de croiser des informations, comme on peut le faire au mieux. Donc, ce qui affleure et ce qui l'emporte, c'est quand même l'hétérogénéité relativement inédite par rapport aux manifestations qu'on considère comme plutôt bourgeoises, plutôt centre-ville, plutôt diplômées, etc., autour des questions de climat. Là, ce qu'on a vu, c'est peut-être une hétérogénéité. Je crois que c'est pour ça aussi qu'elle a marqué un certain nombre de personnes, c'est qu'il y a des milieux populaires. Moi, j'ai rencontré aussi, à la faveur de la présentation du bouquin, à Mel et ailleurs, beaucoup de gens qui étaient à la manifestation, blessés ou pas, avec qui j'ai parlé. On a bien repéré la grande diversité des origines. Donc, en termes d'âge, pourquoi on s'est concentré sur la jeunesse ? Non pas, à mon avis, parce que... Enfin, je ne dirais pas qu'elle était forcément majoritaire du tout. Je pense que c'était très, très varié au niveau de l'âge. En revanche, on a voulu quand même contribuer à donner la parole à une jeunesse qui était quand même assez mal menée en termes de prise en compte, de prise au sérieux de la parole et de l'expression aujourd'hui qui est rendue possible ou pas pour les jeunes. Il faut, en gros, à chaque fois qu'on donne la parole aux jeunes, elle est confisquée ou pas prise en compte dans un deuxième temps. On l'a déjà vu dans les années 90 avec des grands sondages pour le CIP Balladur, ça date, jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie arnaque dans le fait de mettre en scène le sondage des jeunes et de rien en faire dans un deuxième temps. Donc l'idée aussi, là, c'était de mettre au premier plan la parole des jeunes, leur expérience, avec l'idée aussi que c'était une génération qui était en train d'être travaillée par l'épisode Sainte-Soline, ce qui s'est passé autour de Sainte-Soline au sens plus large, et que c'était intéressant de le partager. Oui, alors moi je voulais apporter un petit complément d'information parce qu'on est un peu en train de parler de la façon dont la répression finalement s'est organisée sur ces manifestations. Et en fait, il faut rappeler, il y a des petits faits politiques, que notamment en 2022, alors c'est vrai que c'est le préfet de la Vienne, mais c'est un peu un lien quand même, c'est qu'il y a un préfet de la Vienne qui a été nommé, donc Jean-Marie Girier, qui était vraiment parmi des très proches d'Emmanuel Macron, et qui a été vraiment missionné exprès pour un petit peu
entre guillemets, mettre de l'ordre, enfin, de leur point de vue, sur cette question des bassines, puisque la Vienne et aussi les Deux-Sèvres étaient vus comme un petit peu un foyer, disons, de contestation de ces projets-là. Et ça a été vraiment au cœur de ses priorités. Sur les manifestations déjà de 2022, c'est des manifestations, en tout cas une des manifestations où, par exemple, elle avait été un peu médiatisée parce que notamment, il y avait les députés NUPES de la Vienne, notamment, qui étaient venus, et des personnalités nationales, et cette manifestation avait été interdite. Mais en fait, elle avait été interdite avant même d'avoir lieu, quoi. Disons, elle était parce qu'ils craignaient la constitution d'une ZAD, comme il y a pu y avoir à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il y a finalement une ZAD, pour préciser un peu le principe, c'est-à-dire qu'il y ait, disons, l'installation, disons, d'un village ou d'un campement, on va dire, militant permanent, finalement, et d'une présence militante permanente. Donc ils ont voulu éviter ça dès le début. La nomination du préfet intervient quelques mois avant seulement cette manifestation-là. Et après, ça s'est perpétué. Enfin, le préfet est resté pendant 2 ans. Alors là, on a un nouveau préfet, et là, je vais vous dévoiler des informations que vous trouverez prochainement sur nos médias, donc, et notamment par rapport parce qu'il y a aussi donc, le financement de l'eau, et notamment l'agence de l'eau aussi qui, parallèlement à tous les dispositifs d'aide agricole, finance aussi le modèle des bassines. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'agence de l'eau, mais simplement pour rappeler qu'il y a eu dernièrement une présentation du programme de l'agence de l'eau le 16 janvier à Poitiers, avec un mot introductif du préfet qui aurait pu citer tout un tas de mesures de l'agence de l'eau concernant l'assainissement des villages, la gestion des eaux pluviales, tout un tas de choses que traite l'agence de l'eau. Mais son premier mot a été de dire qu'il ne comprenait pas, selon ses mots, ces idéologies et ces idéologues qui s'opposent aux bassines. Et qu'en gros, il a clairement fait comprendre dans son discours que sa priorité serait, du coup, d'encourager ces projets. Et d'une certaine manière aussi, bon, si on parle de la répression, enfin, on parle quand même aussi d'une répression qui est un peu comme les Gilets jaunes, je fais un petit parallèle, disons d'une violence assez considérable, comparé même, disons, à la radicalité du mot d'ordre qui n'est pas finalement si radical que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de militants parmi les militants, tu l'as dit, qui étaient peut-être plutôt centristes au départ et qui se retrouvent simplement à contester, par exemple, la grandeur du projet, ce qui est tout à fait légitime comme disons, point de vue, mais sans forcément non plus aller remettre en cause non plus complètement toute la société et le fonctionnement de la société, quoi, dans son ensemble. Et c'est pareil avec les Gilets jaunes, où finalement les revendications consistaient au début sur des prix de carburant, mais ça consistait pas, enfin c'était pas non plus un bouleversement total du système, quoi, qui était, voilà. Et en plus de ça, tu parlais justement du préfet. Là, il y a un nouveau policier, enfin un nouveau patron de la police dans la Vienne. Et celui-ci, d'ailleurs, fait le lien entre la police de la Vienne et des Deux-Sèvres, vu que maintenant, ils ont créé une espèce de grand pôle de la police entre les Deux-Sèvres et la Vienne. Et pour rebondir, avant Robin de te donner la parole, tout à l'heure, Robin, au début de ta chronique, tu parlais du fait qu'il y avait des bassines qui étaient annulées par la justice. Il faut savoir que ces bassines, malgré tout, continuent d'être construites parce que les propriétaires préféreront toujours payer des amendes plutôt que d'annuler la construction. De la même chose avec l'autoroute en Occitanie, la 69, c'est ça, qui continue d'être construite alors qu'elle a été interdite. Et donc il y a toujours le capitalisme finalement vorace, hein. Là c'est vraiment la preuve qu'il est là et qu'il est au-dessus des lois et qui essaye de manger petit à petit les différentes composantes de la nature. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est dans les esprits des gens que vous avez sondés, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le fait que finalement, comme tu as très bien dit Thomas, au-dessus de tout ça, même si là le problème c'est l'eau, au-dessus de tout ça, il y a un problème du capitalisme fondamentalement. Ça revient, c'est inégalement distribué dans les témoignages et c'est exprès, on n'a pas voulu avoir que des camarades anticapitalistes rencontrés dans les manifs d'avant, on a eu aussi des gens qui étaient moins politisés, en tout cas a priori. Oui, ça revient quand même et c'est quand même dominant globalement dans l'ouvrage et ça trame l'ouvrage, l'idée que cet ordre-là qui est interrogé, par exemple à Sainte-Soline, c'est un ordre qui se défend avec tous les moyens aujourd'hui militaires, et que c'est peut-être ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline, ce que Darmanin a orchestré, Darmanin et l'État ont orchestré, c'est effectivement la défense musclée, la défense sans pitié d'un ordre, l'ordre capitaliste, un ordre social que
qui s'interrogent à la faveur de la 69, qui s'interrogent à la faveur de la bataille contre les bassines et à Sainte-Soline. Et donc, le côté sans pitié, le côté ultra répressif, il faut le comprendre aussi comme une façon pour un ordre de se défendre et qui sait bien cet ordre, si cet ordre est réflexif, mais en tout cas, ses partisans savent bien effectivement qu'il est menacé, qu'il est très interrogé quand même, et que c'est mondial, même si c'est encore insuffisamment dominant, c'est quand même très transversal, très traversant, cette interrogation autour du capitalisme, et il faut se défendre. Et donc les 4000 gendarmes, les hélicos et j'en passe, c'est évidemment un signal fort qui est envoyé au-delà de la question de l'eau. Oui, et pour rebondir là-dessus, à 19h44 sur Radio Pulsar dans l'émission Poitou Pop, donc on est avec Étienne Douat. Et donc avant de passer la parole à Robin, donc un petit point data. Vas-y, notre data center, dis-nous tout. Donc effectivement, sur la partie équipement militaire, pour rappel, l'État a lancé un appel d'offres pour la commande de 27 millions d'euros de grenades de désencerclement, qui est 15 fois supérieur à la précédente commande de 2019, qui était déjà un record. Donc là, on a vraiment... il faut se préparer, l'État se prépare, ils savent que leur politique va emmener des réactions, et donc ils se préparent très fortement. Et en plus de ça, je rappelle que les gaz lacrymogènes qui sont utilisés sur le terrain sont des moyens qui sont utilisés dans la répression, sont interdits à la guerre. Ce sont des armes chimiques qui sont considérés comme tels et donc qui sont dans les traités internationaux relatifs à comment on peut faire la guerre sans être des barbares. Les gaz lacrymogènes sont tout simplement interdits au titre de l'arme chimique. Et il y a juste écrit en petit que, en gros, si vous en servez dans le maintien de l'ordre sur votre population, ça va, c'est à peu près OK. Oui, sur les questions de la sécurité, d'abord, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça peut paraître étonnant les violences dans les manifestations que nous on subit parce que c'est des groupes sociaux assez particuliers, ceux qui participent aux manifestations. Mais faut aussi se rappeler, comme le rappelle aussi souvent Françoise Vergès ou Auria Boutelja aussi dans ses livres, que tous les outils qui sont utilisés contre nous en manifestation, c'est avant tout des outils qui sont utilisés dans les quartiers populaires, qui sont testés dans les quartiers populaires, que ce soit les LBD, ça a été les voltigeurs, les grenades de désencerclement, les bombes lacrymogènes, etc. Et pour bien visualiser à quoi ça ressemble une grenade lacrymogène telle que celle que Serge s'est mangée, en fait c'est un truc qui fait genre une quinzaine de centimètres à peu près, qui est large de 7 ou 8 centimètres et qui explose soit en l'air quand c'est tiré correctement, soit au niveau de la tête quand c'est tiré en tir tendu, et qui est très dangereux et qui libère des 5 ou 6 galets je crois, qui brûlent littéralement. Ma chaussure a été brûlée par un galet de lacrymogène d'ailleurs, ça fait mal. Et du coup ma question, dans ton entretien avec Morgane, si je me souviens bien, elle évoque le côté protecteur d'appartenance à un groupe pour participer à la manifestation. Et du coup, c'est une notion qui revient souvent, la question de l'omniprésence de la sécurité qu'on a nous et qu'on apporte aux personnes qui sont avec nous. Est-ce que c'est une caractérisation des symptômes de la violence indifférenciée qu'on subit en manifestation ces dernières années ? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent chez toutes les personnes que vous avez enquêtées ? Ou est-ce que c'était quelque chose de très particulier à cette enquête-là ? Question en fait très pertinente qui traverse l'ouvrage et pas mal de portraits. L'enjeu de l'autodéfense, l'enjeu de face à cette violence d'État qui se durcit de manière inédite à ce niveau-là. Il y a dans la construction des binômes, dans la manière de se préparer pour les manifs, la manière de s'équiper avec du matériel évidemment sanitaire et autres, l'organisation du soin des médics, et on en a un témoignage dans l'ouvrage. Tout cela, en fait, c'est finalement un processus de socialisation collective, j'ai envie de le dire en sociologue, c'est-à-dire on s'entraîne à accepter un niveau de violence complètement inédit. Il y a une brutalisation à laquelle on doit bien s'accoutumer, se familiariser. C'est l'État qui la fixe, ce niveau, c'est pas moi qui... Ça, c'est une thèse connue et on ne peut que être d'accord avec cette thèse. C'est donc l'État qui fixe un niveau et qui a clouté ou cranté nouvellement ce niveau de violence. Et donc, ce que tu évoques, c'est effectivement des façons de s'organiser, des formes de résistance, des formes d'autodéfense qui se déploient et qui sont obligées de s'entraîner, de se raffiner pour faire face à cette donne inédite. Oui, on se rappelle très bien qu'avant la manifestation, justement, il y avait des documents sur comment se protéger, etc. Des formations médiques. Exactement, les médics qui sont les sauveurs, littéralement, de la manifestation. S'ils ne sont pas là, c'est vraiment un carnage et Darmanin aurait encore plus de sang sur les mains. Il est 19h48, malheureusement, et
Heureusement, bien entendu, vu qu'après on a la chronique culture. Malheureusement, c'est la fin de cette discussion des plus passionnantes. Merci Étienne Douat. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose dont tu n'aurais pas eu nécessairement le temps ? Eh ben, j'ai envie de dédier ce moment et de penser à Michael, à Serge, à Alix, à différents camarades que j'ai pu croiser, que vous pouvez connaître. Et voilà, et je n'ai pas oublié, parce que je pense que la violence, on en a parlé, elle est au long cours. C'est des violences à vie, c'est des cicatrices qui partent pas, c'est psychologique, c'est physique, c'est parfois les deux. Et donc j'avais envie de le rappeler. On n'est pas insensible à ça et moi je l'oublie pas. Et comme on dit, ni oubli ni pardon, il est 19h49 et tout de suite sur Radio Pulsar, dans votre émission Poitou Pop, c'est le moment culture par Arthur. Je crois que t'as pas de générique, Arthur. Non, je crois que tu vas pouvoir y aller. Si tu veux. Tu vas pouvoir y aller directement. Alors c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion. Les étoiles en plus. On est toujours sur Radio Pulsar 95.9 FM. Bienvenue dans la chronique la chronique Cinémarx, la chronique qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, on parle de Sainte-Soline et du coup des méga-bassines, une thématique écologique très importante. Mais étant donné que j'avais déjà parlé d'un film écolo il y a de cela 2 émissions, c'était Woman at War. Donc j'ai pris la décision de prendre un film parlant de la deuxième thématique très importante de Sainte-Soline, qui sont du coup les violences policières, on en a beaucoup parlé. Et pour illustrer cette thématique, j'ai pris un film que vous connaissez sans doute autour de cette table, le documentaire Un pays qui se tient sage. Sorti en 2020, Un pays qui se tient sage est le premier long métrage du journaliste David Dufresne pour le cinéma. Le film est constitué de vidéos tournées entre novembre 2018 et février 2020 pendant le mouvement des Gilets jaunes par des manifestants ou des journalistes indépendants. Elle illustre des affrontements entre manifestants et policiers, mais plus particulièrement les violences émanant des forces de l'ordre. Les images sont projetées dans une salle de cinéma devant différentes personnes, des gens blessés lors des manifestations, des universitaires ou des policiers qui commentent ensuite et en débattent. En faisant intervenir à la fois des personnalités des mouvements sociaux, des intellectuels et des policiers, David Dufresne souhaite interroger le maintien de l'ordre en France et la légitimité de l'usage de la violence par l'État. C'est d'ailleurs le titre anglophone du film, The Monopoly of Violence, le monopole de la violence en français, concept initié par le sociologue allemand Max Weber, où l'État revendique le monopole de la violence légitime. De plus, Un pays qui se tient sage est le témoignage d'une époque, celle des Gilets jaunes, une époque où la France s'est politisée comme jamais, une époque où un ras-de-bol général s'est fait sentir, une époque où on commençait tout juste les comparaisons entre les méthodes répressives utilisées par Macron et celles par Poutine, et enfin, une époque où la France découvre le nom d'Alexandre Benalla. Je ne vais pas vous en dire plus sur le documentaire, je vous laisserai le découvrir. Il est en ce moment disponible sur Prime Video, mais si vous voulez pas donner des sous à Jeff Bezos, ce que je comprends totalement, je vous invite à le pirater ou à le trouver en médiathèque. Cependant, je terminerai sur une citation de l'évêque catholique brésilien Helder Camara, qui était connu pour sa lutte contre la pauvreté et qui, je pense, résume toute la pensée du documentaire. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première, c'est nous. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Merci. Merci beaucoup Arthur pour cette recommandation. Donc Un pays qui se tient sage. Edwy Plenner, tu avais une petite anecdote. Une petite anecdote en lien avec le cinéma et avec Sainte-Soline. Il se trouve que Sainte-Soline, le village de Sainte-Soline, était la dernière commune dans laquelle l'actrice Anémone a vécu. Et bon, il se trouve qu'elle est décédée à Poitiers parce qu'elle était hospitalisée, mais en 2019. Donc c'était bien avant tous les événements que l'on connaît. Mais en plus, c'est aussi à souligner parce qu'Anémone a été aussi connue pour un petit peu son engagement, un engagement écologiste et aussi assez à gauche, quoi, finalement. Et donc voilà, c'était c'est les petits potins locaux parce qu'on n'a pas uniquement Sacha Houlier qui est ici et qui est notre petite égérie locale bourgeoise de droite. Sacha, si tu nous entends,
on te passe le salam. Alors Débloque-moi écoutez, sur Twitter, s'il te plaît. Ça. Débloque Robin, on t'en conjure. Écoutez, cette émission Poitou Pop se finit. Merci beaucoup à tous d'avoir été autour de cette table. Si jamais vous voulez aller plus loin que la discussion, le livre Avoir 20 ans à Sainte-Soline sous la direction du collectif du Loriot avec les éditions La Dispute est toujours disponible dans les librairies. Vous pouvez le trouver un peu n'importe où, hein. C'est vraiment pas hyper compliqué. Et voilà, on vous invite vraiment à le lire. Il y a des photos, il y a de la documentation, il y a même des petits dessins pour vous montrer comment sont faits les manifestants autour de la bassine. Robin, on te dit à dans 2 semaines. Edoui Plenner, on te dit à dans 2 semaines. Yurigan, on te dit à dans 2 semaines. Et Arthur, on te dit à dans 2 semaines. On vous dit à tous et toutes à dans 2 semaines. Est-ce qu'on se quitte avec la dernière musique zapatiste qu'on avait ? Ok, bah c'est parti. Alors on va pouvoir écouter Cagoule Zapatiste par Dubamix et Mantis. Et voilà, au revoir. Merci. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les 2 sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Partout je le vois que la nature agonise. Les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pause aux côtés du cacique Raoni, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique, face à l'évidence du bordel climatique. Quand la quantité de nos déchets plastiques forme un nouveau continent dans l'océan Pacifique. La nature se pollue, mais faut voir ce qu'on y jette. L'obsolescence est programmée, les métaux rares sont pillés, pour qu'après 3 ans après, ils s'entassent dans des décharges au Niger. Ils ont privatisé l'eau, ils privatisent les terres. C'est Bayer, Monsanto, c'est Coca, c'est Nestlé. Fout ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Fout ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste. Comme les indigènes d'Équateur, face à l'industrie pétrolière. Comme les paysans du Sahel, face à l'avancée du désert. Reboisons les forêts comme en Garimatai. Seul le fait de ne pas y croire fera contre-bataille. Pour la victoire, il faut livrer bataille, avec la détermination d'un guerrier Maasai. Monter des autonomies, dans des politiques et leur attitude hautaine. Viens donc voir ce qui se passe, rien qu'au sud de la Haute-Vienne. Je ne vois de solution que dans la décroissance. L'autonomie, le boycott des actes et pas que d'injactance. La problématique est globale, révolution mondiale. Fous ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fous ta cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire.